Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous recevons cette fois le professeur Michel Gali, professeur à l'Institut des Relations internationales à Paris-Hilary. Avec lui, nous allons aborder le thème de la présidentielle en Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Merci. On sait que la présidentielle de 2010 s'est relativement mal passée, c'est le mot qu'on puisse dire. Elle a été marquée par des violences pendant l'élection et des violences post-électorales. Faut-il craindre pour le scrutin de cette fois-ci? Alors malheureusement, les violences, c'est un peu la marque de la Guinée-Conakry depuis longtemps. Le règne de Sékou Touré, n'en parlons pas, de Lansana Conté aussi, les violences au temps de Dadis Camara, en mineur effectivement en 2010, et puis de temps en temps au moment des élections, oui, il y a un niveau de violence endémique qui est quand même contrecarré par le fait qu'il y a une démocratisation progressive et des accords entre les principaux partis. C'est ce qui peut rendre optimiste. Mais est-ce qu'il y a lieu de craindre pour cette élection présidentielle que les violences se répètent, compte tenu de l'antagonisme entre les partis, entre les candidats? Bon, tout dépend un peu des chiffres au premier tour. Si c'était par exemple très tangent, si un candidat pensait l'emporter de peu au premier tour, le professeur Alpha Condé en l'occurrence certainement, et que toute l'opposition le conteste, là ça serait compliqué. Pour autant, vous avez fait allusion aux élections de 2010, Alpha Condé est passé de 18% au premier tour et puis il a emporté au second tour. On aurait pu craindre qu'il y ait des violences quand même très fortes. Et puis, il y a eu des pressions sur son challenger, sur M. Cellou Diallo. Et puis, finalement, Cellou, comme on dit là-bas, a accepté, au fond, sa défaite. Donc, à la fois, il y a des risques. Et puis, il y a des mécanismes un peu, si je peux dire, à la guinéenne, qui font qu'il peut y avoir des arrangements entre les candidats. Est-ce que lorsque Cellou Dalein Diallo dit que cette fois je ne me laisserai pas voler ma victoire, c'est un motif d'inquiétude? Oui, certainement. Bon, peut-être on va y venir, mais tout le monde sait que Cellou Diallo s'appuie sur le bloc Peul, comme on dit là-bas, qui se sent écarté du pouvoir, en tout cas politique, puisqu'ils ont quand même le pouvoir économique depuis fort longtemps, et que pour lui aussi, l'âge aidant, c'est un peu sa dernière chance. En tout cas, il ne veut pas que ce soit un remake, si on peut dire, de l'élection de 2010. D'accord. On a parlé en introduction des violences qui ont marqué la présidentielle de 2010. Avez-vous le sentiment que la classe politique a travaillé à repenser ses plaies, à ressouder le tissu social après cette période-là? Oui, au-delà de la classe politique, il y a eu des pressions de toutes sortes, des organisations de la société civile, des organisations internationales. Je m'y trouvais au moment des législatives, il y avait Amnesty, Human Rights Watch, etc. Il y a eu des sources de commissions, vérité et réconciliation. Il y a aussi les acteurs religieux qui se sont beaucoup impliqués, tant musulmans que chrétiens. Et donc ça reste encourageant, au moins sur le long terme. Maintenant, vous savez, dans l'histoire de la Guinée qui est longue, compliquée, avec des épisodes terribles, il est arrivé que des victimes d'un moment deviennent les bourreaux du lendemain. Donc des commissions vérité et réconciliation, c'est extrêmement compliqué si on remonte à 1958, à l'époque de Sékou Touré. Alors les organisations internationales, elles voient le dernier épisode au moment de Dadis Camara, mais elles ne voient pas la complexité souvent de la longue histoire de la Guinée-Conakry. Est-ce que la crispation, la polarisation autour de l'ethnie dans la compétition politique est un peu spécifique en Guinée, et un peu spécifique à la Guinée? Est-ce que c'est plus accentué par rapport au reste de l'Afrique de l'Ouest? Oui, alors là, vous me lancez mon sujet prédilection. Effectivement, il y a des points communs. Et puis, il y a une spécificité. Alors, les points communs, ce qu'on peut appeler les blocs ethnico-régionaux, c'est-à-dire, en gros, les Peuls du Fouta-Djallon, les Soussous de la Basse-Côte et de Conakry, les Malinqués, et puis, évidemment, en mineur, un peu, à cause de leur nombre, les Forestiers. Et donc, tous ces blocs, ils entrent en alliance 2 par 2, souvent, ou 3 contre 1, et qui sont complexes. Alors, vous avez effectivement cette espèce de bloc Peul autour de Cellou Diallo et de son parti. Et je dois dire que le professeur Alpha Condé, malinquin comme chacun sait, a un électorat plutôt multiethnique. Ça, c'est ce qui est important.
Alors, il y a toujours ça, même dans les conversations au quotidien, qui font que on peut toujours avoir des inquiétudes autour de ça, parce que quand il y a des événements politiques, ça se transforme parfois en affrontement interethnique, et c'est ce qu'il faut éviter, bien évidemment, au moment de cette présidentielle. Très bien. Le professeur Alpha Condé, qui a gagné la présidentielle de 2010, comme vous l'avez rappelé, jouissait en tout cas à cette période d'un préjugé favorable, opposant historique, adversaire de tous les régimes. Quel bilan vous faites aujourd'hui de sa gouvernance, de son premier mandat? Alors, vous l'avez rappelé, la difficulté, c'est qu'un opposant, 32 ans d'exil, il a quand même un certain âge, se transforme en gouvernant. Alors d'abord, effectivement, il dirigeait lui-même son grand parti, le RPG, c'est déjà compliqué, mais il a dit quelque chose qui me paraît très juste, c'est qu'il a hérité d'un pays et pas d'un État. Vous savez, l'État guinéen, entre la corruption, les gens qui ont été formés dans l'Union soviétique, le peu de compétitivité et parfois de compétences, ça a été compliqué pour lui de le réformer. C'est un pays, alors qu'on parle de scandale géologique, du bauxite de Fria, de la mine de fer du Simandou, qui est potentiellement très riche, mais du potentiel à la réalité, il y a quand même cette difficulté de concrétiser les multiples projets, et il y en a par dizaines, des grands projets, comme on dit en Guinée-Conakry. Le plus concret, c'est le barrage de Caleta, qu'il a inauguré assez récemment en septembre, et qui touche via l'électricité, les coupures dans la capitale, la vie quotidienne de la population. Donc il y a un début de concrétisation sur le plan économique, évidemment sur le plan politique. Ça n'a rien à voir avec les régimes précédents, les dictatures, les démocratures, de Sékou Touré, puis de Lansana Conté en particulier. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une déception sur un dossier emblématique, un dossier judiciaire, à savoir la répression du 28 septembre 2010 qui a fait quand même 158 morts? Est-ce qu'il n'y a pas une déception que ce dossier n'ait pas abouti pendant ce premier mandat? Bon, ça a été terrible, mais comme on disait, les organisations des droits de l'homme, la société civile, a cherché des commissions vérité et réconciliation. Beaucoup de choses sont sorties. Il y a une solution tout à fait extraordinaire, c'est que Dadis Camara est en exil, comme chacun sait, et qu'il n'a pas pu revenir en août. Donc on a en quelque sorte externalisé le problème. Maintenant, cet épisode terrible de massacre de civils par des militaires, si on le poussait jusqu'au bout, ça remettrait en question l'institution militaire. Et c'est quand même extraordinaire que les 5 dernières années, l'armée se soit tenue à l'écart de la chose publique et se soit en partie, sous l'action d'Alpha Condé, réformée. Donc peut-être, et c'est peut-être dommage pour la justice universelle, peut-être est-ce mieux qu'on ait trouvé cette solution un peu transitoire plutôt que la justice elle-même. Avez-vous été surpris par l'alliance que Cellou Dalein Diallo a tenté de tisser ou a tissé avec Dadis Camara? Bon, effectivement, alors les choses des alliances, c'est compliqué. Lansana Kouyaté, un des multiples candidats, il y a 8 candidats en tout, était parfois un peu tenté de se rapprocher avec le pouvoir. Sidia Touré, lui aussi, est malinqué, donc il fallait que Cellou trouve une autre alliance. Mais c'était un peu, en quelque sorte, à contre-emploi, et puis finalement, ça n'a pas marché. Mais l'idée, c'était de s'allier au-delà de l'homme avec les forestiers, avec un autre bloc, pour sortir un peu du réduit Peul, puisqu'il ne représente pas, il n'aurait pas pu atteindre la majorité. C'est dans ce sens qu'il faut voir cette curieuse alliance. Une autre prise de position a été celle de Sidia Touré, dont vous venez de parler, qui a dit « Je ne suis pas sûr de soutenir Cellou Dalein Diallo en cas de second tour ». Est-ce qu'il faut-il y voir un prochain rapprochement entre Sidia Touré et le président Alpha Condé? Oui, effectivement. Alors, sur ce base des blocs un peu, ils sont tous les deux originaires de la même région, il ne faut pas oublier ça. Mais enfin, Sidia Touré, ça fait partie, vous savez, les Italiens, ils parlent de combinazione, comme chez nous sous la 4e République. Ils laissent, comme on dit, un peu tous les possibles ouverts, ou pour une autre métaphore, il met plusieurs fers au feu, de sorte qu'en fonction du premier tour, en tout cas s'il n'y a pas de second tour, pour lui, il pourra négocier son ralliement d'un côté ou de l'autre avec un prix politique maximal. On a
souvent parlé des relations un peu spécifiques entre la Guinée et la France par rapport aux autres colonies, puisqu'on se souvient qu'en 1958, le président Sékou Touré avait dit non au maintien dans la communauté française au général de Gaulle. Il y a eu des soubresauts dans les relations entre les deux pays. Aujourd'hui, il se trouve que le président français François Hollande, le président guinéen Alpha Condé ont une proximité personnelle. Est-ce que cela a aidé à modifier, à ouvrir une nouvelle page des relations entre les deux pays? Alors certainement, hein, pour autant il y a d'autres pays. Je rappelle que par exemple Tony Blair est très actif ou très activiste en Guinée-Conakry, mais c'est sans doute vers l'ancienne métropole que se tournent souvent les Guinéens, en tout cas ceux qui n'ont pas l'empreinte de l'Union soviétique sur eux. Et pendant ces 32 ans d'exil, Alpha Condé a noué de nombreuses amitiés en France. Alors curieusement, ça s'est surtout concrétisé au moment d'Ebola et de la visite d'ailleurs de François Hollande. Et là, il y a une coopération quelque part exemplaire hein, de la France et de la Guinée sur, au fond, un champ humanitaire et médical. Maintenant, et c'est le cas de d'autres pays de ce qu'on appelait le champ dans le temps, l'ex-empire colonial français, la volonté d'Alpha Condé, si on comprend bien, c'est de diversifier les alliances politiques, économiques surtout, donc où la France, comme il a dit, aurait toute sa part, mais où il y aurait, que sais-je, les Chinois, d'autres Occidentaux, les Américains, les Européens. Donc cette volonté de diversification, en gardant, même si le mot n'est pas employé, une relation privilégiée avec l'ancienne métropole. On sait que jusqu'ici, la Guinée n'est pas revenue dans le franc CFA qu'elle avait quitté. Est-ce que le retour de la Guinée, par exemple, dans le franc CFA serait la marque de l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays? Moi, ça me laisse un peu sceptique parce que quand on voit quelqu'un comme Idriss Déby du Tchad critiquer le franc CFA, d'ailleurs ça paraît un peu paradoxal, mais enfin, donc il y a une volonté plutôt de remise en cause de cette liaison entre les divers pays africains, la France et maintenant l'Union européenne, hein, puisqu'il n'y a pas un lien direct avec la France. Et donc, peut-être, s'il y a une évolution du franc CFA vers une autre forme de coopération financière, alors là, la Guinée-Conakry pourrait s'y associer. Je remercie le professeur Michel Gali de nous avoir accordé cet entretien qui donne des clés pour comprendre la présidentielle du 11 octobre en Guinée et le passé de ce grand pays d'Afrique de l'Ouest. Merci à vous de nous avoir suivis.